Chapitre 47. Plus je réfléchis à cette affaire, Élisabeth, lui dit son oncle comme il quittait la ville, plus j'incline à penser comme votre sœur aînée. Il me semble si étrange qu'un jeune homme ait pu former un tel dessein sur une jeune fille qui n'est pas, certes, sans protecteur et sans amis, et qui par contre résidait dans la famille de son colonel, que je suis très enclin à adopter la supposition la plus favorable. Wickham pouvait-il s'attendre à ce que la famille de Lydia n'intervînt pas? Ou pouvait-il ignorer qu'il serait mis au banc de son régiment après un tel affront fait au colonel Forster? Le risque serait hors de proportion avec le but. « Le croyez-vous vraiment » s'écria Élisabeth, dont le visage s'éclaira un instant. « Pour ma part, » s'écria madame Gardiner, « je commence à être de l'avis de votre oncle. Il y aurait là un trop grand oubli de la bienséance, de l'honneur et de ses propres intérêts pour que Wickham puisse en être accusé. Vous-même, Lizzie, avez-vous perdu votre estime pour lui au point de l'en croire capable ? Capable de négliger ses intérêts, non, je ne le crois pas, mais de négliger tout le reste, oui, certes. Si cependant tout était pour le mieux, mais je n'ose l'espérer. Pourquoi, dans ce cas, ne serait-il pas parti pour l'Écosse ? En premier lieu, répliqua M. Gardiner, il n'y a pas de preuve absolue qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le fait qu'ils ont quitté la voiture de poste pour prendre une voiture de louage est une bien forte présomption. En outre, on n'a pu relever d'eux aucune trace sur la route de Barnet. Eh bien, supposons qu'ils soient à Londres. Ils peuvent y être pour se cacher, mais sans autre motif plus blâmable. N'ayant sans doute ni l'un ni l'autre beaucoup d'argent, ils ont pu trouver plus économique, sinon aussi expéditif, de se faire marier à Londres plutôt qu'en Écosse. Mais pourquoi tout ce mystère ? Pourquoi ce mariage clandestin ? Non, cela n'est pas vraisemblable. Son ami le plus intime, vous l'avez vu dans le récit de Jane, est persuadé qu'il n'a jamais eu l'intention d'épouser Lydia. Jamais Wickham n'épousera une femme sans fortune. Ses moyens ne le lui permettent pas. Et quels attraits possède donc Lydia, à part sa jeunesse et sa gaieté, pour le faire renoncer en sa faveur à un mariage plus avantageux ? Quant à la disgrâce qu'il encourrait à son régiment, je ne puis en juger, mais j'ai bien peur que votre dernière raison ne puisse se soutenir. Lydia n'a pas de frère pour prendre en main ses intérêts. Et Wickham pouvait imaginer, d'après ce qu'il connaît de mon père, de son indolence et du peu d'attention qu'il semble donner à ce qui se passe chez lui, qu'il ne prendrait pas cette affaire aussi tragiquement que bien des pères de famille. Mais croyez-vous Lydia assez fermée à tout sentiment autre que sa folle passion pour consentir de vivre avec Wickham sans qu'il soit marié ? Il est vraiment affreux, répondit Élisabeth, les yeux pleins de larmes, d'être forcée de douter de sa sœur, et cependant je ne sais que répondre. Peut-être suis-je injuste à son égard, mais Lydia est très jeune. Elle n'a pas été habituée à penser aux choses sérieuses, et voilà 6 mois que le plaisir et la vanité sont toutes ses préoccupations. On l'a laissée libre de disposer de son temps, de la façon la plus frivole, et de se gouverner à sa fantaisie. Depuis que le régiment a pris ses quartiers à Meryton, elle n'avait plus en tête que le flirt et les militaires. Bref, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, comment dirais-je, pour donner encore plus de force à des penchants déjà si accusés. Et vous savez comme moi que Wickham, par la séduction de ses manières et de sa personne, a tout ce qu'il faut pour tourner une tête de jeune fille. Mais vous voyez, dit sa tante, que Jane ne juge pas Wickham assez mal pour le croire capable d'un tel scandale. Qui, Jane, a-t-elle jamais jugé sévèrement ? Cependant, elle connaît Wickham aussi bien que moi. Nous savons toutes deux qu'il est dépravé, au véritable sens du mot, qu'il n'a ni loyauté ni honneur, et qu'il est aussi trompeur qu'insinuant. « Vous savez vraiment tout cela ?» s'écria madame Gardiner, brûlant de connaître la source de toutes ces révélations. « Oui, certes, » répliqua Élisabeth en rougissant. « Je vous ai parlé l'autre jour de l'infamie de sa conduite envers M. Darcy. Vous-même, pendant votre séjour à Longbourn, avez pu entendre de quelle manière il parlait de l'homme qui a montré à son égard tant de patience et de générosité.
Il y a d'autres circonstances que je ne suis pas libre de raconter. Ces mensonges sur la famille de Pemberley ne comptent plus. Par ce qu'il m'avait dit de Miss Darcy, je m'attendais à trouver une jeune fille fière, distante et désagréable. Il savait pourtant qu'elle était aussi aimable et aussi simple que nous l'avons trouvée. Mais Lydia ne sait-elle rien de tout cela ? Peut-elle ignorer ce dont vous et Jane paraissaient si bien informés ? Hélas, c'est bien là le pire. Jusqu'à mon séjour dans le Kent, pendant lequel j'ai beaucoup vu M. Darcy et son cousin, M. Fitzwilliam, j'ignorais moi-même la vérité. Quand je suis revenue à la maison, le régiment allait bientôt quitter Meryton. Ni Jane ni moi n'avons jugé nécessaire de dévoiler ce que nous savions. Quand il fut décidé que Lydia irait avec les Forster à Brighton, la nécessité de lui ouvrir les yeux sur le véritable caractère de Wickham ne m'est pas venue à l'esprit. Vous devinez combien j'étais loin de penser que mon silence pût causer une telle catastrophe. Ainsi, au moment du départ pour Brighton, vous n'aviez aucune raison de les croire épris l'un de l'autre. Aucune. Ni d'un côté ni de l'autre. Je ne puis me rappeler le moindre indice d'affection. Pourtant, si quelque chose de ce genre avait été visible, vous pensez que dans une famille comme la nôtre, on n'aurait pas manqué de s'en apercevoir. Lors de l'arrivée de Wickham à Meryton, Lydia était certes pleine d'admiration pour lui, mais elle n'était pas la seule, puisqu'il avait fait perdre la tête à toutes les jeunes filles de Meryton et des environs. Lui-même, de son côté, n'avait paru distinguer Lydia par aucune attention particulière. Aussi, après une courte période d'admiration effrénée, le caprice de Lydia s'était éteint, et elle avait rendu sa préférence aux officiers, qui se montraient plus assidus auprès d'elle. On s'imagine facilement que tel fut l'unique sujet de conversation durant tout le temps du voyage, bien qu'il n'y eût dans tout ce qu'ils disaient rien qui fût de nature à donner plus de force à leurs craintes et à leurs espoirs. Le trajet se fit avec toute la rapidité possible. En voyageant toute la nuit, ils réussirent à atteindre Longbourn le jour suivant, à l'heure du dîner. C'était un soulagement pour Élisabeth de penser que l'épreuve d'une longue attente serait épargnée à Jane. Attirés par la vue de la chaise de poste, les petits Gardiner se pressaient sur les marches du perron lorsqu'elle franchit le portail. Et, au moment où elle s'arrêta, leur joyeuse surprise se traduisit par des gambades et des culbutes. Élisabeth avait déjà sauté de la voiture et, leur donnant à chacun un baiser hâtif, s'était élancée dans le vestibule où elle rencontra Jane qui descendait en courant de l'appartement de sa mère. Élisabeth, en la serrant affectueusement dans ses bras, pendant que leurs yeux s'emplissaient de larmes, se hâta de lui demander si l'on avait des nouvelles des fugitifs. « Pas encore, » dit Jane, « mais maintenant que mon cher oncle est là, j'ai l'espoir que tout va s'arranger. » « Mon père est-il à Londres ? » ?»« Oui, depuis mardi, comme je vous l'ai écrit. »« Et vous avez reçu de ses nouvelles ? » ?»« Une fois seulement. Il m'a écrit mercredi quelques lignes pour me donner les instructions que je lui avais demandées. Il ajoutait qu'il n'écrirait plus tant qu'il n'aurait rien d'important à nous annoncer. »« Et notre mère, comment va-t-elle ? Comment allez-vous tous ? » ?»« Elle ne va pas mal, je crois, bien que très secouée, mais ne quitte pas sa chambre. Elle sera satisfaite de vous voir tous les trois, Marie et Kitty. » « Marie et Kitty, Dieu merci, vont bien. »« Mais vous, s'écria Élisabeth, je vous trouve très pâle. Vous avez dû passer des heures bien cruelles. » Jane assura qu'elle allait parfaitement, et leur conversation fut coupée par l'arrivée de monsieur et madame Gardiner que leurs enfants avaient retenus jusque-là. Jane courut à eux et les remercia en souriant à travers ses larmes. Madame Bennet les reçut comme il pouvait s'y attendre, pleurant, gémissant, accablant d'invectives l'infâme conduite de Wickham, plaignant ses propres souffrances et accusant l'injustice du sort, blâmant tout le monde, excepté la personne dont l'indulgence mal avisée était surtout responsable de l'erreur de sa fille. « Si j'avais pu aller avec toute ma famille à Brighton comme je le désirais, cela ne serait pas arrivé. Mais Lydia, la pauvre enfant, n'avait personne pour veiller sur elle. Comment se peut-il que les Forster ne l'aient pas mieux gardée ? Il y a eu certainement de leur part une négligence coupable, car Lydia n'était pas fille à agir ainsi.
si elle avait été suffisamment surveillée. J'ai toujours pensé qu'on n'aurait pas dû la leur confier. Mais comme c'est la règle, on ne m'a pas écouté. Pauvre cher enfant. Et maintenant voilà M. Bennet parti. Il va sûrement se battre en duel avec Wickham s'il le retrouve, et il se fera tuer. Et alors, qu'adviendra-t-il de nous toutes? À peine aura-t-il rendu le dernier soupir que les Collins nous mettront hors d'ici. Et si vous n'avez pas pitié de nous, mon frère, je ne sais vraiment pas ce que nous deviendrons. Tous protestèrent en chœur contre ces sombres suppositions. Et M. Gardiner, après avoir assuré sa sœur de son dévouement pour elle et sa famille, dit qu'il retournerait à Londres le lendemain pour aider M. Bennet de tout son pouvoir à retrouver Lydia. « Ne vous laissez pas aller à d'inutiles alarmes, » ajouta-t-il. « S'il vaut mieux s'attendre au pire, nous n'avons pas de raison de le considérer comme certain. Il n'y a pas tout à fait une semaine qu'ils ont quitté Brighton. Dans quelques jours, nous pouvons avoir de leurs nouvelles, et jusqu'à ce que nous apprenions qu'ils ne sont pas mariés, ni sur le point de l'être, rien ne prouve que tout soit perdu. Dès que je serai à Londres, j'irai trouver votre mari. Je l'installerai chez moi, et nous pourrons alors décider ensemble ce qu'il convient de faire. »« Oh, mon cher frère !» s'exclama madame Bennet. « Je ne pouvais rien souhaiter de mieux. Et maintenant, je vous en supplie, où qu'ils soient, trouvez-les. Et s'ils ne sont pas mariés, mariez-les. Que la question des habits de noces ne les retarde pas. Dites seulement à Lydia qu'aussitôt mariée, elle aura tout l'argent nécessaire pour les acheter. Mais par-dessus tout, empêchez M. Bennet de se battre. Dites-lui dans quel état affreux vous m'avez vue, à moitié morte de peur, avec de telles crises de frissons, de spasmes sur le côté, de douleurs dans la tête et de palpitations, que je ne puis me reposer, ni jour ni nuit. Dites encore à cette chère Lydia de ne pas prendre de décision pour ses achats de toilette avant de m'avoir vue, parce qu'elle ne connaît pas les meilleures maisons. Oh, mon frère, que vous êtes bon! Je sais qu'on peut compter sur vous pour tout arranger. » M. Gardiner l'assura de nouveau de son vif désir de l'aider, et lui recommanda la modération dans ses espoirs aussi bien que dans ses craintes. La conversation continua ainsi jusqu'à l'annonce du dîner. Alors, ils descendirent tous, laissant madame Bennet s'épancher dans le sein de la femme de charge qui la soignait en l'absence de ses filles. Bien que la santé de madame Bennet ne parut pas réclamer de telles précautions, son frère et sa belle-sœur ne cherchèrent pas à la persuader de quitter sa chambre, car ils savaient qu'elle était incapable de se taire à table devant les domestiques, et ils jugeaient préférable qu'une seule personne, la servante en qui l'on pouvait avoir le plus de confiance, reçut la confidence de ses craintes et de ses angoisses. Dans la salle à manger, ils furent bientôt rejoints par Mary et Kitty, que leurs occupations avaient empêché de paraître plus tôt. L'une avait été retenue par ses livres, l'autre par sa toilette. Toutes deux avaient le visage suffisamment calme. Néanmoins, l'absence de sa sœur favorite, ou le mécontentement qu'elle avait encouru elle-même en cette affaire, donnait à la voix de Kitty un accent plus désagréable que d'habitude. Quant à Mary, elle était assez maîtresse d'elle-même pour murmurer à Élisabeth dès qu'elles furent assises à table. « C'est une bien regrettable histoire, et qui va faire beaucoup parler, mais de ce triste événement, il y a une leçon utile à tirer. C'est que chez la femme, la perte de la vertu est irréparable, que sa réputation est aussi fragile qu'elle est précieuse, et que nous ne saurions être trop en garde contre les représentants indignes de l'autre sexe. » Élisabeth lui jeta un regard stupéfait et se sentit incapable de lui répondre. Dans l'après-midi, les deux aînés purent avoir une demi-heure de tranquillité. Élisabeth en profita pour poser à Jane maintes questions. « Donnez-moi tous les détails que je ne connais pas encore. Qu'a dit le colonel Forster? N'avait-il, lui et sa femme, conçu aucun soupçon avant le jour de l'enlèvement? On devait voir Lydia et Wickham souvent ensemble. » Le colonel Forster a avoué qu'il avait à plusieurs reprises soupçonné une certaine inclination, du côté de Lydia surtout, mais rien dont on eût lieu de s'alarmer. Je suis si fâchée pour ce pauvre colonel. Il est impossible d'agir avec plus de cœur qu'il ne l'a fait. Il se proposait de venir nous exprimer sa contrariété, avant même de savoir qu'il n'était pas parti pour l'Écosse. Dès qu'il a été renseigné, il a hâté son voyage. Et Denny,
Est-il vraiment convaincu que Wickham ne voulait pas épouser Lydia? Le colonel Forster a-t-il vu Denny lui-même? Oui. Mais questionné par lui, Denny a nié avoir eu la connaissance des plans de son camarade et n'a pas voulu dire ce qu'il en pensait. Ceci me laisse espérer qu'on a pu mal interpréter ce qu'il m'avait dit en premier lieu. Jusqu'à l'arrivée du colonel, personne de vous, naturellement, n'éprouvait le moindre doute sur le but de leur fuite. Comment un tel doute aurait-il pu nous venir à l'esprit? J'éprouvais bien quelque inquiétude au sujet de l'avenir de Lydia, la conduite de Wickham n'ayant pas toujours été sans reproche, mais mon père et ma mère ignoraient tout cela et sentaient seulement l'imprudence d'une telle union. C'est alors que Kitty, avec un air de se prévaloir de ce qu'elle en savait plus que nous a avoué que Lydia, dans sa dernière lettre, l'avait préparée à cet événement. Elle savait qu'ils s'aimaient, semble-t-il, depuis plusieurs semaines. Mais pas avant le départ pour Brighton. Non, je ne le crois pas. Et le colonel Forster, semble-t-il juger lui-même Wickham défavorablement? Le connaît-il sous son vrai jour? Je dois reconnaître qu'il n'en a pas dit autant de bien qu'autrefois. Il le trouve imprudent et dépensier. Et depuis cette triste affaire, on dit dans Meryton qu'il y a laissé beaucoup de dettes. Mais je veux espérer que c'est faux. Oh, Jane, si seulement nous avions été moins discrètes, si nous avions dit ce que nous savions, rien ne serait arrivé. Peut-être cela eût-il mieux valu, mais nous avons agi avec les meilleures intentions. Le colonel Forster a-t-il pu vous répéter ce que Lydia avait écrit à sa femme? Il a apporté la lettre elle-même pour nous la montrer. La voici. Et Jane, la prenant dans son portefeuille, l'attendit à Élisabeth. La lettre était ainsi conçue. « Ma chère Harriet, vous allez sûrement bien rire en apprenant où je suis partie. Je ne puis m'empêcher de rire moi-même en pensant à la surprise que vous aurez demain matin, lorsque vous vous apercevrez que je ne suis plus là. Je pars pour Gretna Green, et si vous ne devinez pas avec qui, c'est que vous serez bien sotte, car il n'y a que lui qui existe à mes yeux. C'est un ange, et je l'adore. Aussi, ne vois-je aucun mal à partir avec lui. Ne vous donnez pas la peine d'écrire à Longbourn si cela vous ennuie. La surprise n'en sera que plus grande lorsqu'on recevra là-bas une lettre de moi signée Lydia Wickham. La bonne plaisanterie. J'en ris tellement que je puis à peine écrire. Dites à Pratt mon regret de ne pouvoir danser avec lui ce soir. Il ne m'en voudra pas de ne point tenir ma promesse, quand il saura la raison qui m'en empêche. J'enverrai chercher mes vêtements dès que je serai à Longbourn, mais je vous serai reconnaissante de dire à Sally de réparer un grand accroc à ma robe de mousseline brodée avant de l'emballer. Mes amitiés au colonel Forster, j'espère que vous boirez tous deux à notre santé et à notre heureux voyage. Votre amie affectionnée, Lydia. Écervelée, insouciante Lydia, s'écria Élisabeth. Écrire une telle lettre dans un moment pareil? Toutefois, ceci nous montre que de son côté, il n'y avait pas de honteuse intention. Mon pauvre père, quel coup pour lui! Il a été positivement atterré. Pendant quelques minutes, il est resté sans pouvoir articuler une syllabe. Ma mère s'est trouvée mal et la maison a été dans un état de confusion indescriptible. « Oh, Jane !» s'écria Élisabeth. « Y a-t-il un seul de nos domestiques qui n'ait tout connu avant la fin de la journée ?»« Je ne sais. Il est bien difficile d'être sur ses gardes en de tels moments. Notre mère avait des attaques de nerfs et je faisais tout mon possible pour la soulager. Mais je crains de n'avoir pas fait tout ce que j'aurais pu. L'horreur et le chagrin m'ôtaient presque l'usage de mes facultés. Toutes ces fatigues ont excédé vos forces. Vous avez l'air épuisé. Oh, que n'étais-je avec vous? Tous les soins et toutes les angoisses sont retombés sur vous seul. Mary et Kitty ont été très gentilles. Ma tante Phillips, venue à Longbourn mardi, après le départ de notre père, a eu l'obligeance de rester avec nous jusqu'à jeudi. Lady Lucas, elle aussi, nous a montré beaucoup de bonté. Elle est venue mercredi nous apporter ses condoléances et nous offrir ses services ou ceux de ses filles au cas où nous en aurions besoin. Lady Lucas aurait mieux fait de rester chez elle, s'écria Élisabeth. Peut-être ses intentions étaient bonnes, mais dans une infortune comme la nôtre, moins on voit ses voisins et mieux cela vaut.
Leur assistance ne peut être d'aucun secours, et leurs condoléances sont importunes. Qu'ils triomphent de loin et nous laissent en paix. » Elle s'enquit alors des mesures que M. Bennet, une fois à Londres, comptait prendre pour retrouver sa fille. Il voulait, je crois, aller à Epsom, car c'est là que Wickham et Lydia ont changé de chevaux pour la dernière fois, et voir s'il pouvait obtenir des postillons, quelques renseignements. Son but principal était de découvrir la voiture de louage qu'il avait prise à Clapham. Cette voiture avait amené de Londres un voyageur. S'il pouvait connaître la maison où le fiacre avait déposé son voyageur, il aurait à faire là aussi une enquête qui pouvait, pensait-il, lui faire découvrir le numéro et la station du fiacre. J'ignore ses autres projets. Il avait si grande hâte de partir et il était tellement troublé que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lui arracher ces quelques renseignements. Chapitre 48. Le lendemain matin, on s'attendait à Longbourn à recevoir une lettre de M. Bennet, mais le courrier passa sans rien apporter de lui. M. Bennet était connu pour être, en temps ordinaire, un correspondant plein de négligence. Tout de même, en des circonstances pareilles, les siens attendaient de lui un effort. Ils furent obligés de conclure qu'il n'avait à leur envoyer aucune nouvelle rassurante. Mais de cela même, ils auraient aimé être certains. M. Gardiner se mit en route pour Londres aussitôt après le passage de la poste. Par lui, du moins, on serait assuré d'être tenu au courant. Il devait insister auprès de M. Bennet pour qu'il revînt chez lui le plus tôt possible. Il l'avait promis en partant, au grand soulagement de sa sœur, qui voyait dans ce retour la seule chance pour son mari de n'être pas tué en duel. Madame Gardiner s'était décidée à rester quelques jours de plus en Hertfordshire avec ses enfants, dans la pensée qu'elle pourrait être utile à ses nièces. Elle les aidait à s'occuper de leur mère et sa présence leur était un réconfort dans leurs moments de liberté. Leur tante Phillips aussi les visitait fréquemment, et toujours, comme elle le disait, dans l'unique but de les distraire et de les remonter. Mais comme elle n'arrivait jamais sans leur apporter un nouveau témoignage des désordres de Wickham, elle laissait généralement ses nièces plus découragées qu'elle ne les avait trouvées. Tout Meryton semblait s'acharner à noircir l'homme qui, 3 mois auparavant, avait été son idole. On racontait qu'il avait laissé des dettes chez tous les commerçants de la ville et qu'il avait eu des intrigues qu'on décorait du nom de séduction dans les familles de tous ces commerçants. On le proclamait d'une voix unanime l'homme le plus dépravé de l'univers, et chacun commençait à découvrir que ses dehors vertueux ne lui avaient jamais inspiré confiance. Élisabeth, tout en n'ajoutant pas foi à la moitié de ses racontards, en retenait assez pour être de plus en plus convaincue de la perte irrémédiable de sa sœur. Jane elle-même abandonnait tout espoir à mesure que le temps s'écoulait, car si les fugitifs étaient partis pour l'Écosse, ce qu'elle avait toujours voulu espérer, on aurait, selon toute probabilité, déjà reçu des nouvelles. M. Gardiner avait quitté Longbourn le dimanche. Le mardi, sa femme reçut une lettre où il disait qu'il avait vu son beau-frère à son arrivée et il avait décidé à s'installer à Gracechurch Street. M. Bennet revenait d'Epsom et de Clapham, où il n'avait pu recueillir la moindre information. Il se disposait maintenant à demander des renseignements dans tous les hôtels de Londres, pensant que Wickham et Lydia avaient pu séjourner dans l'un d'eux avant de trouver un logement. M. Gardiner n'attendait pas grand-chose de ces recherches, mais comme son beau-frère y tenait, il s'apprêtait à le seconder. Il ajoutait que M. Bennet n'était pas disposé pour l'instant à quitter Londres et qu'il allait écrire à sa famille. Un post-scriptum suivait, ainsi conçu. Je viens d'écrire au colonel Forster pour lui demander d'essayer de savoir, par les camarades de Wickham, si ce dernier a des parents ou des amis en passe de connaître l'endroit où il se dissimule. Ce serait un point capital pour nous que de savoir où nous adresser, avec des chances de trouver un fil conducteur. Actuellement, nous n'avons rien pour nous guider. Le colonel Forster, j'en suis sûre, fera tout son possible pour nous obtenir ce renseignement. Mais en y réfléchissant, je me demande si Lizzie ne saurait pas nous dire mieux que personne quels peuvent être les proches parents de Wickham. Élisabeth se demanda pourquoi l'on faisait appel à son concours. Il lui était impossible de fournir aucune indication. Elle n'avait jamais entendu parler à Wickham
de parents autres que son père et sa mère, décédés depuis longtemps. Il était possible en effet qu'un de ses camarades du régiment fût capable d'apporter plus de lumière. Même sans chance sérieuse de réussir, il y avait à faire de ce côté une tentative qui entretiendrait l'espérance dans les esprits. L'une après l'autre, les journées s'écoulaient à Longbourn, dans une anxiété que redoublait l'heure de chaque courrier, car toute nouvelle, bonne ou mauvaise, ne pouvait venir que par la poste. Mais avant que M. Gardiner écrivît de nouveau, une lettre venant d'une toute autre direction, une lettre de M. Collins, arriva à l'adresse de M. Bennet. Jane, chargée de dépouiller le courrier de son père, l'ouvrit, et Élisabeth, qui connaissait le curieux style des lettres de son cousin, lut par-dessus l'épaule de sa sœur. « Mon cher monsieur, nos relations de parenté et ma situation de membre du clergé me font un devoir de prendre part à la douloureuse affliction qui vous frappe, et dont nous avons été informés hier par une lettre du Hertfordshire. Croyez bien, cher monsieur, que Madame Collins et moi sympathisons sincèrement avec vous et toute votre respectable famille dans votre présente infortune, d'autant plus amère qu'elle est irréparable. Je ne peux oublier aucun argument capable de vous réconforter dans cette circonstance affligeante, entre toutes, pour le cœur d'un père. La mort de votre fille eût été en comparaison une grâce du ciel. L'affaire est d'autant plus triste qu'il y a fort à supposer, ainsi que me le dit ma chère Charlotte, que la conduite licencieuse de votre fille provient de la manière déplorable dont elle a été gâtée. Cependant, pour votre consolation et celle de Madame Bennet, j'incline à penser que sa nature était foncièrement mauvaise, sans quoi elle n'aurait pas commis une telle énormité à un âge aussi tendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes fort à plaindre, et je partage cette opinion, non seulement avec Madame Collins, mais encore avec Lady Catherine et Miss de Bourgh. Elles craignent comme moi que l'erreur d'une des sœurs ne porte préjudice à l'avenir de toutes les autres, car, ainsi que daignait tout à l'heure me faire remarquer Lady Catherine, qui voudrait maintenant s'allier à votre famille? Et cette considération me porte à réfléchir sur le passé avec encore plus de satisfaction, car si les événements avaient pris un autre tour en novembre dernier, il me faudrait participer maintenant à votre chagrin et à votre déshonneur. Laissez-moi vous conseiller, cher monsieur, de reprendre courage, de rejeter loin de votre affection une fille indigne et de la laisser recueillir les fruits de son coupable égarement. Croyez, cher monsieur, etc. M. Gardiner ne réécrivit qu'après avoir reçu la réponse du colonel Forster, mais il n'avait rien de satisfaisant à communiquer. On ne connaissait à Wickham aucun parent avec qui il entretint des rapports, et très certainement, il n'avait plus de famille proche. Il ne manquait pas de relations banales, mais depuis son arrivée au régiment, on l'avait vu se lier intimement avec personne. L'état pitoyable de ses finances était pour lui un puissant motif de se cacher, qui s'ajoutait à la crainte d'être découvert par la famille de Lydia. Le bruit se répandait qu'il avait laissé derrière lui des dettes de jeu considérables. Le colonel Forster estimait qu'il faudrait plus de 1000 livres pour régler ses dépenses à Brighton. Il devait beaucoup en ville, mais ses dettes d'honneur étaient plus formidables encore. M. Gardiner n'essayait pas de dissimuler ses faits. Jane les apprit avec horreur. « Quoi ? Wickham, un joueur ? C'est inouï !» s'écriait-elle. « Je ne m'en serais jamais doutée. » La lettre de M. Gardiner annonçait aux jeunes filles le retour probable de leur père le lendemain même, qui était un samedi. Découragé par l'insuccès de ses tentatives, il avait cédé aux instances de son beau-frère qui l'engageait à retourner auprès des siens, en lui laissant le soin de poursuivre ses recherches à Londres. Cette détermination ne causa pas à Madame Bennet la joie à laquelle on s'attendait, après les craintes qu'elle avait manifestées pour l'existence de son mari. « Comment ? Il revient sans cette pauvre Lydia ? Il quitte Londres avant de les avoir retrouvés ? Qui donc, s'il s'en va, se battra avec Wickham pour l'obliger à épouser Lydia ?» Comme Madame Gardiner désirait retourner chez elle, il fut convenu qu'elle partirait avec ses enfants le jour du retour de M. Bennet. La voiture les transporta donc jusqu'au premier relais et revint à Longbourn avec son maître. Madame Gardiner repartait non moins intriguée au sujet d'Élisabeth et de son amie de Pemberley qu'elle l'avait été en quittant le Derbyshire. Le nom de Darcy n'était plus jamais venu spontanément aux lèvres de sa nièce,
et le demi-espoir qu'elle avait elle-même formé de voir arriver une lettre de lui s'était évanoui. Depuis son retour, Élisabeth n'avait rien reçu qui parût venir de Pemberley. En vérité, on ne pouvait faire aucune conjecture d'après l'humeur d'Élisabeth, son abattement s'expliquant assez par les tristesses de la situation présente. Cependant, celle-ci voyait assez clair en elle-même pour sentir que si elle n'avait pas connu Darcy, elle aurait supporté la crainte du déshonneur de Lydia avec un peu moins d'amertume et qu'une nuit d'insomnie sur 2 lui aurait été épargnée. Lorsque M. Bennet arriva chez lui, il paraissait avoir repris son flegme et sa philosophie habituelle. Aussi peu communicatif que de coutume, il ne fit aucune allusion à l'événement qui avait motivé son départ, et ses filles n'eurent pas le courage de lui en parler elles-mêmes. C'est seulement l'après-midi, lorsqu'il les rejoignit pour le thé, qu'Élisabeth osa aborder le sujet. Mais lorsqu'elle lui eut exprimé brièvement son regret de tout ce qu'il avait dû supporter, il répliqua. « Ne parlez pas de cela. Comme je suis responsable de ce qui s'est passé, il est bien juste que j'en souffre. »« Ne soyez pas trop sévère pour vous-même, » protesta Élisabeth. « C'est charitable à vous de me prémunir contre un tel danger. Non, Lizzie, laissez-moi sentir au moins, une fois dans mon existence, combien j'ai été répréhensible. Ne craignez point de me voir accablée par ce sentiment, qui passera toujours assez tôt. Croyez-vous qu'il soit à Londres ? Je le crois. Où pourrait-il être mieux caché ? Et Lydia souhaitait beaucoup aller à Londres, remarqua Kitty. Elle peut être satisfaite alors, dit son père froidement, car elle y demeurera sans doute quelque temps. Après un court silence, il reprit. Lizzie, je ne vous en veux pas d'avoir eu raison contre moi. L'avis que vous m'avez donné au mois de mai, et qui se trouve justifié par les événements, dénote un esprit clairvoyant. Ils furent interrompus par Jane qui venait chercher le thé de sa mère. Quelle aimable mise en scène, et que cela donne d'élégance au malheur, s'écria M. Bennet. J'ai bonne envie, moi aussi, de m'enfermer dans ma bibliothèque en bonnet de nuit et en robe de chambre, et de donner tout l'embarras possible à mon entourage. Mais peut-être puis-je attendre pour cela que Kitty se fasse enlever à son tour. « Mais je n'ai pas l'intention de me faire enlever, papa, » répliqua Kitty d'un ton vexé. « Et si jamais je vais à Brighton, je m'y conduirai beaucoup mieux que Lydia. »« Vous, aller à Brighton ? Mais je ne voudrais pas vous voir aller même à Eastbourne pour un empire. Non, Kitty. J'ai appris enfin la prudence, et vous en sentirez les effets. Aucun officier désormais ne sera admis à franchir le seuil de ma maison, ni même à passer par le village. Les bals seront absolument interdits, à moins que vous n'y dansiez qu'avec vos sœurs, et vous ne sortirez des limites du parc que lorsque vous aurez prouvé que vous pouvez consacrer 10 minutes par jour à une occupation raisonnable. » Kitty, qui prenait toutes ces menaces à la lettre, fondit en larmes. « Allons, allons, ne pleurez pas, » lui dit son père. « Si vous êtes sage, d'ici une dizaine d'années, je vous promets de vous mener à une revue. » Chapitre 49. 2 jours après le retour de M. Bennet, Jane et Élisabeth se promenaient ensemble dans le bosquet derrière la maison, lorsqu'elles virent venir la femme de charge. La croyant envoyée par leur mère pour les appeler, les 2 jeunes filles allèrent à sa rencontre. Mais Madame Hill dit en s'adressant à Jane « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais je pensais qu'on avait reçu de bonnes nouvelles de Londres, et je me suis permis de venir m'en enquérir auprès de vous. »« Que voulez-vous dire, Hill ? Nous n'avons rien reçu de Londres. »« Comment, mademoiselle ?» s'écria Madame Hill, stupéfaite. « Vous ne saviez donc pas qu'il est arrivé pour monsieur un express envoyé par monsieur Gardiner ? Il est là depuis une demi-heure, et il a remis une lettre à mon maître. » Les jeunes filles couraient déjà vers la maison. Elles traversèrent le hall et se précipitèrent dans la salle à manger, et de là, dans la bibliothèque. Leur père ne se trouvait nulle part. Elles allaient monter chez leur mère quand elles rencontrèrent le valet de chambre. « Si vous cherchez monsieur, mesdemoiselles, il est parti vers le petit bois. » Sur cette indication, elles s'élancèrent hors de la maison et traversèrent la pelouse en courant pour rejoindre leur père, qui, d'un pas délibéré, se dirigeait vers un petit bois qui bordait la prairie. Jane, moins légère et moins habituée à courir qu'Élisabeth, fut bientôt distancée, tandis que sa sœur, tout essoufflée, rattrapait son père
et lui demandait avidement. « Oh papa, quelle nouvelle, quelle nouvelle? Vous avez bien reçu quelque chose de mon oncle ?»« Oui, un express vient de m'apporter une lettre de lui. »« Eh bien, quelle nouvelle contient-elle? Bonne ou mauvaise ?»« Que peut-on attendre de bon ?» dit-il, tirant la lettre de sa poche. « Mais peut-être préférez-vous lire vous-même ce qu'il m'écrit ?» Elisabeth lui prit vivement la lettre des mains. À ce moment, Jane les rejoignit. « Lisez-la tout haut, » dit M. Bennet, « car c'est à peine si je sais moi-même ce qu'elle contient. » Grace Church Street, mardi 2 août. Mon cher frère, enfin il m'est possible de vous envoyer des nouvelles de ma nièce, et j'espère que, somme toute, elles vous donneront quelque satisfaction. Samedi, peu après votre départ, j'ai été assez heureux pour découvrir dans quelle partie de Londres il se cachait. Je passe sur les détails que je vous donnerai de vive voix. Il suffit que vous sachiez qu'ils sont retrouvés. Je les ai vus, tous les deux. « Alors, c'est bien comme je l'espérais !» s'écria Jane. « Ils sont mariés !»« Je les ai vus tous les deux. Ils ne sont pas mariés et je n'ai pas découvert que le mariage entrât dans leur projet. Mais si vous êtes prêts à remplir les engagements que je me suis risquée à prendre pour vous, je crois qu'il ne tardera pas à avoir lieu. Tout ce qu'on vous demande est d'assurer par contrat à votre fille sa part des 5000 livres qui doivent revenir à vos enfants après vous, et promettre en outre de lui servir annuellement une rente de 100 livres, votre vie durant. Étant donné les circonstances, j'ai cru pouvoir souscrire sans hésiter à ces conditions, dans la mesure où je pouvais m'engager pour vous. Je vous envoie cette lettre par express, afin que votre réponse m'arrive sans aucun retard. Vous comprenez facilement par ces détails que la situation pécuniaire de Wickham n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit généralement. Le public a été trompé sur ce point, et je suis heureux de dire que les dettes, une fois réglées, il restera un petit capital qui sera porté au nom de ma nièce. Si, comme je le suppose, vous m'envoyez plein pouvoir pour agir en votre nom, je donnerai mes instructions à Haggerston pour qu'il dresse le contrat. Je ne vois pas la moindre utilité à ce que vous reveniez à Londres. Aussi, demeurez donc tranquillement à Longbourn et reposez-vous sur moi. Envoyez votre réponse aussitôt que possible en ayant soin de m'écrire en termes très explicites. Nous avons jugé préférable que votre nièce résidât chez nous jusqu'à son mariage et je pense que vous serez de cet avis. Elle nous arrive aujourd'hui. Je vous réécrirai aussitôt que de nouvelles décisions auront été prises. Bien à vous, Edward Gardiner. « Est-ce possible ?» s'écria Elisabeth en terminant sa lecture. « Va-t-il vraiment l'épouser ?» « Wickham n'est donc pas aussi indigne que nous l'avions pensé, » dit sa sœur. « Mon cher père, je m'en réjouis pour vous. »« Avez-vous répondu à cette lettre ?» demanda Elisabeth. « Non, mais il faut que je le fasse sans tarder. »« Ô père, revenez vite écrire cette lettre. Pensez à l'importance que peut avoir le moindre délai. »« Voulez-vous que je l'écrive pour vous, si cela vous ennuie de le faire ?» proposa Jane. « Cela m'ennuie énormément, mais il faut que cela soit fait. » Là-dessus, il fit volte-face et revint vers la maison avec ses filles. « Puis-je vous poser une question ?» dit Elisabeth. « Ces conditions, il n'y a sans doute qu'à s'y soumettre. » »« S'y soumettre ? Je suis seulement honteux qu'il demande si peu. Et il faut absolument qu'il se marie. Tout de même, épouser un homme pareil. Oui, oui, il faut qu'il se marie. C'est une nécessité qui s'impose. Mais il y a 2 choses que je désire vivement savoir. D'abord, quelle somme votre oncle a dû débourser pour obtenir ce résultat? Ensuite, comment je pourrais jamais m'acquitter envers lui? Quelle somme? Mon oncle? Que voulez-vous dire? S'écria Jane. Je veux dire que pas un homme de sens n'épouserait Lydia pour un appât aussi mince que 100 livres par an pendant ma vie et 50 après ma mort. C'est très juste, dit Elisabeth. Cette idée ne m'était pas venue encore. C'est d'être payé et en outre un petit capital. Sûrement c'est mon oncle qui a tout fait. Quelle bonté, quelle générosité. J'ai peur qu'il n'ait fait là un lourd sacrifice. Ce n'est pas avec une petite somme qu'il aurait pu obtenir ce résultat. Non, dit son père.
Wickham est fou s'il prend Lydia à moins de 10 000 livres sterling. Je serais fâchée d'avoir à le juger si mal dès le début de nos relations de famille. 10 000 livres ? Juste ciel ! Comment pourrait-on rembourser seulement la moitié d'une pareille somme ? M. Bennet ne répondit point, et tous trois gardèrent le silence jusqu'à la maison. M. Bennet se rendit dans la bibliothèque pour écrire, tandis que ses filles entraient dans la salle à manger. « Ainsi, ils vont se marier ?» s'écria Élisabeth dès qu'elles furent seules. « Et dire qu'il faut remercier la Providence, qu'ils s'épousent avec des chances de bonheur si minces et la réputation de Wickham si mauvaise. Voilà ce dont nous sommes forcés de nous réjouir. Oh, Lydia !»« Je me console, dit Jane, en pensant qu'il n'épouserait pas Lydia s'il n'avait pour elle une réelle affection. Que notre oncle ait fait quelque chose pour le libérer de ses dettes, c'est probable, mais je ne puis croire qu'il ait avancé 10 000 livres ou une somme qui en approche. Il est père de famille. Comment pourrait-il disposer de 10 000 livres ? Si nous arrivons jamais à connaître d'un côté le montant des dettes et de l'autre le chiffre du capital ajouté à la dot de Lydia, nous saurons exactement ce qu'a fait pour eux M. Gardiner. Car Wickham n'a pas 6 pence lui appartenant en propre. Jamais nous ne pourrons assez reconnaître la bonté de mon oncle et de ma tante. Avoir pris Lydia chez eux et lui accorder pour son plus grand bien leur protection et leur appui est un acte de dévouement que des années de reconnaissance ne suffiront pas à acquitter. Pour le moment, la voilà près d'eux. Et si un tel bienfait n'excite pas ses remords, elle ne mérite pas d'être heureuse. Quel a dû être son embarras devant ma tante à leur première rencontre ? Efforçons-nous d'oublier ce qui s'est passé, de part et d'autre, dit Jane. J'ai espoir et confiance qu'ils seront heureux. Pour moi, du moment qu'il l'épouse, c'est qu'il veut enfin rentrer dans la bonne voie. Leur affection mutuelle les soutiendra, et je me dis qu'ils mèneront une vie assez rangée et raisonnable pour que le souvenir de leur imprudence finisse par s'effacer. Leur conduite a été telle, répliqua Élisabeth, que ni vous, ni moi, ni personne ne pourra jamais l'oublier. Il est inutile de se leurrer sur ce point. Il vint alors à l'esprit des jeunes filles que leur mère, selon toute vraisemblance, ignorait encore les nouvelles reçues. Elles allèrent donc trouver leur père dans la bibliothèque et lui demandèrent si elles devaient mettre elles-mêmes Madame Bennet au courant. Il était en train d'écrire et, sans lever la tête, répondit froidement « Faites comme il vous plaira. Pouvons-nous emporter la lettre de mon oncle pour la lui lire ? Emportez tout ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. » Élisabeth prit la lettre sur le bureau et les deux sœurs montèrent chez Madame Bennet. Kitty et Mary se trouvaient auprès d'elle, si bien que la même communication servit pour tout le monde. Après un court préambule pour les préparer à de bonnes nouvelles, Jane lut la lettre tout haut. Madame Bennet avait peine à se contenir. Quand vint le passage où M. Gardiner exprimait l'espoir que Lydia serait bientôt mariée, sa joie éclata, et la suite ne fit qu'ajouter à son exaltation. Le bonheur la bouleversait aussi violemment que l'inquiétude, et le chagrin l'avait tourmentée. « Ma Lydia, ma chère petite Lydia !» s'exclama-t-elle. « Quelle joie! Elle va se marier! Je la reverrai! Elle va se marier à 16 ans! Oh, mon bon frère! Je savais bien qu'il arrangerait tout! Comme il me tarde de la revoir, et de revoir aussi ce cher Wickham! Mais les toilettes de noces! Je vais écrire tout de suite à ma sœur Gardiner pour qu'elle s'en occupe. Lizzie, mon enfant, courez demander à votre père combien il lui donnera. Non, restez, j'y vais moi-même. Sonnez il, Kitty, je m'habille à l'instant. Lydia, ma chère Lydia, comme nous serons contents de nous retrouver. » Jane tenta de calmer ses transports en représentant à sa mère les obligations que leur créait le dévouement de M. Gardiner. « Car, dit-elle, nous devons pour une bonne part attribuer cet heureux dénouement à la générosité de mon oncle. Nous sommes persuadés qu'il s'est engagé à aider pécuniairement M. Wickham. »« Eh bien, s'écria sa mère, c'est très juste. Qui pouvait mieux le faire que l'oncle de Lydia ? S'il n'avait pas de famille, toute sa fortune devrait revenir à moi et à mes enfants. C'est bien la première fois que nous recevrons quelque chose de lui, à part de menus cadeaux de temps à autre. Vraiment, je suis trop heureuse. J'aurai bientôt une fille mariée, Madame Wickham. Oh, comme cela sonne bien. Et elle n'a ses 16 ans que depuis le mois de juin. Ma chère Jane,
Je suis trop émue pour être capable d'écrire moi-même. Aussi, je vais dicter et vous écrirez. Plus tard, nous déciderons avec votre père la somme à envoyer. Mais occupons-nous d'abord de commander le reste. » Elle commençait à entrer dans toutes sortes de détails, de calicot, de mousseline, de batiste, et elle aurait bientôt dicté d'abondantes commandes si Jane ne l'avait, non sans peine, persuadée d'attendre que M. Bennet fût libre pour le consulter. Un jour de retard, observa-t-elle, ne tirait pas à conséquence. L'heureuse mère céda, oubliant son habituelle obstination. D'autres projets d'ailleurs lui venaient en tête. « Dès que je serai prête, déclara-t-elle, j'irai à Meryton pour annoncer la bonne nouvelle à ma sœur Phillips. En revenant, je pourrai m'arrêter chez Lady Lucas et chez Madame Long. Kitty, descendez vite commander la voiture. Cela me fera grand bien de prendre l'air. Enfant, puis-je faire quelque chose pour vous à Meryton? Ah, voilà Hill. Ma brave Hill, avez-vous appris la bonne nouvelle? Miss Lydia va se marier, et le jour de la noce, vous aurez tous un bol de punch pour vous mettre le cœur en fête. » Madame Hill aussitôt d'exprimer sa joie. Élisabeth reçut ses compliments comme les autres, puis, lasse de tant d'extravagance, elle chercha un refuge dans sa chambre pour s'abandonner librement à sa pensée. La situation de la pauvre Lydia, en mettant les choses au mieux, était encore suffisamment triste, mais il fallait se féliciter qu'elle ne fût pas pire. Tel était le sentiment d'Élisabeth, et bien qu'elle ne pût compter pour sa sœur sur un avenir de bonheur et de prospérité, en pensant à leurs angoisses passées, elle apprécia les avantages du résultat obtenu. Chapitre 50. Durant les années écoulées, M. Bennet avait souvent regretté qu'au lieu de dépenser tout son revenu, il n'eût pas mis de côté chaque année une petite somme pour assurer après lui la possession d'un capital à ses filles et à sa femme, si celle-ci lui survivait. Il le regrettait aujourd'hui plus que jamais. S'il avait rempli ce devoir, Lydia, à cette heure, ne devrait pas à son oncle l'honneur et la dignité qu'on était en train d'acheter pour elle. Et c'est lui-même qui aurait la satisfaction d'avoir décidé un des jeunes hommes les moins estimables de la Grande-Bretagne à devenir le mari de sa fille. Il était profondément contrarié de penser qu'une affaire si désavantageuse pour tout le monde se réglait aux seuls frais de son beau-frère, et résolu à découvrir, s'il le pouvait, le montant des sommes qu'il avait déboursées pour lui. Il se proposait de les lui rendre aussitôt qu'il en aurait les moyens. Quand M. Bennet s'était marié, il n'avait pas considéré l'utilité des économies. Naturellement, il escomptait la naissance d'un fils, par quoi serait annulée la clause de l'entaille et assuré le sort de Madame Bennet et de ses autres enfants. 5 filles furent l'une après l'autre leur entrée en ce monde, mais le fils ne vint pas. Madame Bennet l'avait espéré encore bien des années après la naissance de Lydia. Ce rêve avait dû être enfin abandonné, mais il était trop tard pour songer aux économies. Madame Bennet n'avait aucun goût pour l'épargne, et seule l'aversion de M. Bennet pour toute dépendance les avait empêchés de dépasser leurs revenus. D'après le contrat de mariage, 5 000 livres devaient revenir à Madame Bennet et à ses filles. Mais la façon dont cette somme serait partagée entre les enfants était laissée à la volonté des parents. C'était là un point que, pour Lydia tout au moins, il fallait décider dès à présent, et M. Bennet ne pouvait avoir aucune hésitation à accepter la proposition qui lui était faite. En des termes qui, bien que concis, exprimaient sa profonde reconnaissance, il écrivit à son beau-frère qu'il approuvait pleinement tout ce qu'il avait fait et ratifiait tous les engagements qu'il avait pris en son nom. C'était pour M. Bennet une heureuse surprise de voir que tout s'arrangeait sans plus d'effort de sa part. Son plus grand désir actuellement était d'avoir à s'occuper le moins possible de cette affaire. Maintenant que les premiers transports de colère qui avaient animé ses recherches étaient passés, il retournait naturellement à son indolence coutumière. Sa lettre fut bientôt écrite, car s'il était lent à prendre une décision, il la mettait rapidement à exécution. Il priait son beau-frère de lui donner le compte détaillé de tout ce qu'il leur devait. Mais il était encore trop irrité pour le charger de transmettre à Lydia le moindre message. Les bonnes nouvelles, bientôt connues dans toute la maison, se répandirent rapidement aux alentours,
Elles furent accueillies par les voisins avec une décente philosophie. Évidemment, les conversations auraient pu trouver un plus riche aliment si Miss Lydia Bennet était revenue brusquement au logis paternel, ou, mieux encore, si elle avait été mise en pénitence dans une ferme éloignée. Mais son mariage fournissait encore une ample matière à la médisance, et les vœux exprimés par les vieilles dames acrimonieuses de Meryton ne perdirent pas beaucoup de leur fiel par suite du changement de circonstances, car, avec un pareil mari, le malheur de Lydia pouvait être considéré comme certain. Il y avait 15 jours que madame Bennet gardait la chambre, mais en cet heureux jour, elle reprit sa place à la table de famille dans des dispositions singulièrement joyeuses. Aucun sentiment de honte ne venait diminuer son triomphe. Le mariage d'une de ses filles, son vœu le plus cher depuis que Jane avait 16 ans, allait s'accomplir. Elle ne parlait que de tout ce qui figure dans des noces somptueuses, fine mousseline, équipage et serviteurs. Elle passait en revue toutes les maisons du voisinage pouvant convenir à sa fille, et sans qu'elle sût ni considérât quel pourrait être le budget du jeune ménage, rien ne pouvait la satisfaire. Hyde Park ferait l'affaire si les Gouldinès s'en allaient, ou la grande maison à Stoke, si le salon était un peu plus vaste. Mais Ashworth est trop loin. Je ne pourrais supporter l'idée d'avoir Lydia à 10 milles de chez nous. Quant à Purvis Lodge, le toit de la maison est trop laid. Son mari la laissa parler sans l'interrompre, tant que les domestiques restèrent pour le service. Mais quand ils se furent retirés, il lui dit « Madame Bennet, avant de retenir pour votre fille et votre gendre une ou plusieurs de ces maisons, tâchons d'abord de nous entendre. Il y a une maison, en tout cas, où ils ne mettront jamais les pieds. Je ne veux pas avoir l'air d'approuver leur coupable folie en les recevant à Longbourn. » Cette déclaration provoqua une longue querelle, mais M. Bennet tint bon et ne tarda pas à en faire une autre qui frappa Mme Bennet de stupéfaction et d'horreur. Il dit qu'il n'avancerait pas une guinée pour le trousseau de sa fille, et affirma que Lydia ne recevrait pas de lui la moindre marque d'affection en cette circonstance. Mme Bennet n'en revenait pas. Elle ne pouvait concevoir que la colère de son mari contre sa fille pût être poussée au point de refuser à celle-ci un privilège sans lequel, lui semblait-il, le mariage serait à peine valide. Elle était plus sensible pour Lydia au déshonneur qu'il y aurait eu à se marier sans toilette neuve qu'à la honte de s'être enfuie et d'avoir vécu 15 jours avec Wickham avant d'être sa femme. Élisabeth regrettait maintenant d'avoir confié à M. Darcy, dans un moment de détresse, les craintes qu'elle éprouvait pour sa sœur. Puisqu'un prompt mariage allait mettre fin à son aventure, on pouvait espérer en cacher les malheureux préliminaires à ceux qui n'habitaient pas les environs immédiats. Elle savait que rien ne serait ébruité par lui. Il y avait peu d'hommes dont la discrétion lui inspirât autant de confiance. Mais en même temps, il y en avait bien peu à qui elle aurait tenu davantage à cacher la fragilité de sa sœur. Non, cependant, à cause du préjudice qui en pourrait résulter pour elle-même, car entre elle et Darcy, il y avait désormais, semblait-il, un abîme infranchissable. Le mariage de Lydia eût-il été conclu le plus honorablement du monde, il n'était guère vraisemblable que M. Darcy voulût entrer dans une famille contre laquelle, à tant d'autres objections, venait s'ajouter celle d'une parenté étroite avec l'homme qu'il méprisait si justement. Élisabeth ne pouvait s'étonner qu'il reculât devant une telle alliance. Il était invraisemblable que le sentiment qu'il lui avait laissé voir en Derbyshire dût survivre à une telle épreuve. Elle était humiliée, attristée, et ressentait un vague repentir, sans savoir au juste de quoi. Elle désirait jalousement l'estime de M. Darcy, maintenant qu'elle n'avait plus rien à en espérer. Elle souhaitait entendre parler de lui, quand il lui semblait qu'elle n'eût aucune chance de recevoir de ses nouvelles, et elle avait la conviction qu'avec lui, elle aurait été heureuse, alors que, selon toute probabilité, jamais plus ils ne se rencontreraient. Quel triomphe pour lui, pensait-elle souvent, s'il savait que les offres qu'elle avait si fièrement dédaignées 4 mois auparavant seraient maintenant accueillies avec joie et reconnaissance. Oui, bien qu'à son jugement il dépassât en générosité tous ceux de son sexe,
Il était humain qu'il triompha. Elle se rendait compte à présent que Darcy, par la nature de ses qualités, était exactement l'homme qui lui convenait. Son intelligence, son caractère, quoique si différent du sien, auraient correspondu à ses vœux. Leur union eût été à l'avantage de l'un et de l'autre. La vivacité et le naturel d'Élisabeth auraient adouci l'humeur de Darcy et donné plus de charme à ses manières. Et lui-même, par son jugement, par la culture de son esprit, par sa connaissance du monde, aurait pu exercer sur elle une influence plus heureuse encore. Mais on ne devait pas voir une telle union offrir au public l'image fidèle de la félicité conjugale. Une autre, d'un caractère tout différent, allait se former dans sa famille, qui excluait pour la première toute chance de se réaliser. Élisabeth se demandait comment pourrait être assurée à Wickham et à Lydia une indépendance suffisante. Mais il lui était aisé de se représenter le bonheur instable dont pourraient jouir deux êtres qu'avait seuls rapproché la violence de leur passion. Une nouvelle lettre de M. Gardiner arriva bientôt. Au remerciement de M. Bennet, il répondait brièvement par l'assurance de l'intérêt qu'il portait à tous les membres de sa famille, et demandait pour conclure de ne pas revenir sur ce sujet. Le but principal de sa lettre était d'annoncer que M. Wickham était déterminé à quitter la milice. Depuis que le mariage a été décidé, c'était mon vif désir de lui voir prendre ce parti. Vous penserez sans doute comme moi que ce changement de milieu est aussi opportun pour ma nièce que pour lui. M. Wickham a l'intention d'entrer dans l'armée régulière et il a d'anciens amis qui sont prêts à appuyer sa demande. On lui a promis un brevet d'enseigne dans un régiment du Nord. La distance entre ce poste et notre région n'est pas un désavantage. Il paraît bien disposé et je veux croire que, dans un autre milieu, le souci de sauvegarder leur réputation les rendra tous deux plus circonspects. J'ai écrit au colonel Forster pour l'informer de nos précédents arrangements et le prier de satisfaire les créanciers de Wickham à Brighton et aux environs, par la promesse d'un règlement rapide pour lequel je me suis engagé. Voulez-vous prendre la peine de donner la même assurance à ces créanciers de Meryton, dont vous trouverez ci-jointe la liste remise par lui-même? Il nous a déclaré toutes ses dettes. J'aime à croire du moins qu'il ne nous a pas trompés. Haggerstone a nos ordres, et tout sera prêt d'ici une 8aine de jours. Wickham et sa femme partiront alors pour rejoindre le régiment, à moins qu'ils ne soient d'abord invités à Longbourn, et ma femme me dit que Lydia désire ardemment vous revoir tous avant son départ pour le Nord. Elle va bien et me charge de ses respects pour vous et pour sa mère. Vôtre, E. Gardiner. M. Bennet et ses filles voyaient aussi clairement que M. Gardiner combien il était heureux que Wickham quittât le régiment de la milice. Mais Mme Bennet était beaucoup moins satisfaite. Voir Lydia s'établir dans le nord de l'Angleterre, juste au moment où elle était si joyeuse et si fière à la pensée de l'avoir près d'elle, quelle cruelle déception! Et puis, quel dommage pour Lydia de s'éloigner d'un régiment où elle connaissait tout le monde. Elle aimait tant Madame Forster, soupirait-elle, qu'il lui sera très dur d'en être séparée. Il y avait aussi plusieurs jeunes gens qui lui plaisaient beaucoup. Dans ce régiment du Nord, les officiers seront peut-être moins aimables. La demande que faisait Lydia d'être admise à revoir sa famille avant son départ fut d'abord accueillie de la part de son père par un refus péremptoire. Mais Jane et Élisabeth désiraient vivement pour le bien, ainsi que pour la réputation de leur sœur, qu'elle fût traitée moins durement, et elles pressèrent leur père avec tant d'insistance, de douceur et de raison de recevoir les jeunes gens à Longbourn qu'il finit par se laisser persuader. Leur mère eut donc la satisfaction d'apprendre qu'elle pourrait exhiber la jeune mariée à tout le voisinage avant son lointain exil. En répondant à son beau-frère, M. Bennet envoya la permission demandée, et il fut décidé qu'au sortir de l'église, le jeune couple prendrait la route de Longbourn. Élisabeth fut surprise cependant que Wickham consentît à cet arrangement. En ce qui la concernait, à ne consulter que son inclination, une rencontre avec lui était bien la dernière chose qu'elle eût souhaitée.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc je pensais que la dernière fois j'allais finir en 2 fois, mais bon, j'étais un peu gourmande. Ça sera 3 parce qu'il y avait trop de pages et en fait j'ai un peu... j'ai apprécié terminer à ce moment-là. Donc on a appris plein de choses. Déjà, ils sont tous dans tous leurs états parce que à un moment ils savent pas du tout où est Lydia, qui a disparu quand même 15 jours avec Wickham. Donc il n'y aurait pas eu mariage, je pense qu'il fallait la marier vite fait, discretos, à peu près le premier venu qui acceptait, parce que déshonoré, parce que la réputation était entachée, la sienne, mais aussi par ricochet celle de la famille. Et ça, c'est une question qui a vraiment son importance je pense, dans les bouquins de Jane Austen. Il y avait une question de ce genre dans Raison et sensibilité, qui n'était pas tout à fait du même ordre, mais un petit peu. Et là, la question de Lydia, c'est compliqué, hein. Alors, encore une fois, je ne sais pas du tout comment c'était pris en charge, si c'était une gamine du peuple qui partait avec un homme. Je pense que c'était quand même beaucoup plus souple. Et là, on n'est que dans la petite gentry. Donc, imaginez une grande aristocrate qui s'enfuit. C'était compliqué. Mais on a... j'arrête pas de parler des Bridgerton, mais j'adore cette série télé et les bouquins, mais surtout la série télé. On a aussi cette question-là du déshonneur. Mais c'est fait... j'aime bien le côté très modernisé des Bridgerton, même si je pense historiquement, on n'est pas dans le respect, on va dire, des... Enfin, ça ne se serait pas passé comme ça, parce que dans les Bridgerton, en fait, on est vraiment dans la haute aristocratie. C'est 8 enfants qui doivent se marier, et c'est des enfants qui sont riches. Enfin, c'est une famille qui est très riche. Et le truc que je reproche un petit peu, mais là aussi, remarquez, en fait, on ne sait pas comment à part qu'ils sont rentiers, comment est-ce qu'ils gagnent leur argent. C'est le fruit, les loyers en fait des fermiers sur leurs terres, c'est le fruit du bois qui est coupé dans les forêts et compagnie, sur les terres d'un gentleman, de la petite gentry. Je sais pas comment ils gagnent leur argent, parce qu'au bout d'un moment l'argent s'épuise fort logiquement, à part si la source d'argent principale, c'est surtout les unions. Et là, du coup, j'aime bien comment ça a été tourné. Parce qu'on voit encore qu'il y a des réactions vraiment fort différentes par rapport à Lydia. Le père, d'un côté, il se reproche, mais il a raison. Le père, il a raison parce qu'il avait tort. Parce qu'il a... je pense qu'il s'en rend compte, il est sans doute tombé amoureux de Madame Bennet parce que c'était une jolie petite nénette en fait, sauf que ça s'est vite émoussé. Bon, il a quand même fait 5 filles, hein, mais il a eu tort de se planquer dans la bibliothèque et de laisser tout reposer sur Madame Bennet qui n'était pas en capacité d'élever ses filles. Les 2 grandes, elles sont raisonnables. Mary, elle est peut-être un peu trop sérieuse, mais les 2 petites, surtout Lydia, c'est pas ça, quoi. Et on voit aussi quand même que je pense que la seule qui peut passer partout, parce qu'elle est modérée dans ses comportements, c'est Jane. Parce que même Elisabeth, pour moi, hein, c'est juste mon interprétation, ma vision du truc, même Elisabeth, qui est trop franche, qui est un petit peu dans le charme aussi, mais pas... elle n'est pas dans la chasse au mari comme pouvait l'être Lydia. Elle n'est pas vulgaire, entre guillemets, comme pouvait l'être Lydia. Mais pour moi, Elisabeth, elle passe pas trop non plus dans la haute parce que elle est trop franche et ça ne se dit pas. Une femme ne doit pas être franche. Une femme doit garder pour elle ses émotions. Et c'est
J'ai bien aimé quand à un moment, Elisabeth, elle repense en fait à Darcy. On sent le côté un peu mélancolique, genre, ça aurait pu donner quelque chose, quoi. Ce gars-là, il était pour moi, mais déjà que ma famille lui faisait honte, que ma situation sociale lui faisait honte, là, c'est complètement mort, quoi. Donc là, c'est complètement mort. Et bon, je sais ce qui se passe par la suite, mais d'après vous, donc là, on a la certitude, enfin, en tout cas, c'est annoncé que Lydia va se marier avec Wickham et qu'il va venir ensuite à Longbourn, parce que Meryton, du coup, c'est le patelin à côté, qu'ils vont venir tous les deux à Longbourn pour, enfin, tout de suite après la noce, avant d'aller dans le nord de l'Angleterre. Qu'est-ce qui peut se passer? Et est-ce que, donc là, il y a Monsieur Bennet qui est pas très content, entre guillemets, parce que son beau-frère a avancé éventuellement pas mal d'argent pour effacer les dettes de Wickham. Donc déjà, c'est super classe. Parce que déjà, c'est suffisant, c'est tellement un tocard que pour une des conditions qu'il accepte ce mariage, Wickham, parce qu'au final, il est libre, hein, c'est vous effacez mes dettes. Mais est-ce que ça veut dire que ensuite il arrête de jouer, il arrête de parier, il ne va pas contracter d'autres dettes? Ou est-ce que c'est un mec qui va tout le temps vivre, sans respecter son budget, entre guillemets? J'arrive plus à trouver au-dessus de ses moyens, voilà, j'ai retrouvé l'expression. Est-ce que c'est un gars qui va vivre tout le temps au-dessus de ses moyens? Est-ce que Lydia, elle, tout ce qu'elle veut avec l'argent, c'est que vous la lâchez dans un magasin et qu'elle va s'acheter des rubans, de la soie, un joli bonnet et compagnie. Après, je pense qu'ils n'ont pas non plus, que ce soit les Bennet ou Wickham, ils vont pas non plus faire des dépenses folles parce que ils n'en avaient pas les moyens. Donc ils vont peut-être pas aller acheter un diadème en diamant, des trucs comme ça, mais en fait, c'est un petit couple pour lequel moi je suis assez inquiète parce que je me dis qu'en termes de démarrage dans la vie, c'est pas terrible parce que l'un comme l'autre, ils sont pas terribles. Que Lydia, elle est hyper immature, que Wickham, il est hyper manipulateur et compagnie, et puis il est pas fiable en fait. Donc c'est pas terrible. Et elle est jeune. Lui, c'est un homme. C'est une gamine, elle. Même à cette époque-là, quand l'adolescence n'existait pas encore, n'avait pas été inventée, on va dire, il n'y avait pas de terme pour dire la fin de l'enfance et avant d'entrer dans l'âge adulte. Mais c'est une ado, en fait. Même si on ne peut pas utiliser ce terme-là à cette époque. Je crois que c'est un terme qui date des années 50. Peut-être un petit peu avant. Bref. Puis là, pas de Bingley, toujours pas. Il me semble pas. Pas de mention de Bingley, donc Jane Bingley, on ne sait pas. Darcy, il a soutenu Elisabeth, il est parti, on n'a pas de nouvelles. Par contre, Madame Gardiner, ça me fait rire. Il y a le côté un petit peu, mais comment est-ce que Elisabeth, elle sait tout ça sur Wickham? Comment ça se fait que... elle connaît des trucs qui étaient vrais et dont on a eu la confirmation à Pemberley. Donc là, je pense qu'elle essaye de connecter tous ces trucs, toutes ces informations, pour savoir un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a discuté avec qui exactement? Donc je trouve ça assez rigolo aussi. Donc, d'après vous, là, il reste pas... On a lu... Il reste 11 chapitres. Il reste même pas une quarantaine de pages. Donc ouais, vous voyez, ça va être une durée à peu près équivalente la prochaine fois. Si vous notez quelque part, on est à 80% du livre. Donc là, il reste pas grand-chose. Donc voilà, d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer encore? Il reste 11 chapitres, une petite quarantaine de pages, petite. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que là, Lydia, a priori, c'est fini, elle vient faire un coucou, elle repart. Jane et Bingley, on ne sait pas. Elisabeth et Monsieur Darcy, on ne sait pas. Orgueil et préjugés,
c'est le nom du truc, hein, c'est le nom du bouquin. Allez, je m'arrête là parce que je suis fatiguée, je sais plus quoi dire. Donc, à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos petites théories dans les commentaires. J'adore vous lire et vous répondre, même si je ne le fais pas tout de suite. Et passez un très bon dimanche. Si j'ai la foi, demain, pour le Passe ton bac, je vais lire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il n'y a pas tout ça à lire. Je crois que c'est une 30aine de pages. Ça représente ça, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc ça va pas être forcément hyper folichon à lire. Ça représente une petite 30aine de pages. J'arrive pas à mesurer si je peux le faire en une fois. Mais, peut-être que ça va sortir lundi. Peut-être que ça sera le lundi suivant. J'avais envie de faire une pause après la peau de chagrin, elle m'a un peu gonflé. Balzac, c'est trop bavard. Je vous laisse. Passez un très bon week-end. Et bientôt. Salut, lisez tout plein.